Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du dit père. Qui a de plus en plus de mal à expliquer d'ailleurs. Parce que... Non, c'est pas que tu as du mal à expliquer, c'est que les gens n'écoutent pas. C'est extrêmement différent. Bon, alors aujourd'hui, on va essayer de faire une émission un peu sérieuse sur les quelques livres que un homme averti et un libéral éclairé devraient pouvoir lire. J'en profite pour faire juste un tout petit aparté sur les digressions que vous avez eues avec Léonard à propos des libertariens, qui étaient, ma foi, je pense que ce jour-là, tu devais être mal luné, un petit peu acerbes. Alors, il faut savoir qu'en France, nous avons côtoyé, avant d'être connus pendant un certain temps, certains libertariens, et pour certains d'eux, pour une frange, je parle pour ma part, certains d'entre eux, en France, des libertariens, ont une tendance à être un peu des libertarés. Et cela m'avait un petit peu fatigué, je ne citerai pas de nom, mais les brevets de pureté, savoir si on était rothbardien, machin truc, sont extrêmement fatigants. Pour le reste, j'ai fait pendant un été une formation au Cato Institute, par exemple. Les libertariens américains sont très différents des quelques libertariens français. Et quelque chose qu'on peut reprocher aussi, c'est à partir du moment où les libertariens sont souvent relativement individualistes, c'est leur incapacité à s'organiser, confère le troupeau de chats, et effectivement l'incapacité à vouloir accepter que quelquefois, en tout cas nous en tant que libéraux c'est notre point de vue, et on va le voir chez certains auteurs aussi, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, une organisation étatique régalienne est nécessaire pour la vie en société, et on ne peut pas simplement considérer que des propriétés publiques n'existeraient pas et qu'il n'y aurait que le domaine de la propriété privée pour absolument tout régenter. Et ce qui m'embête aussi avec les libertariens, c'est qu'en principe, les libertariens, la base, c'est que j'ai le droit de penser ce que je veux et tout le reste, je vous emmerde. Alors qu'il n'y a pas plus conforme à un dogme que les libertariens. C'est-à-dire qu'ils adorent un certain nombre de dieux, et si tu t'en écartes, tu t'écartes des textes sacrés. Mais moi, par définition, en tant que libéral, j'ai pas de texte sacré. Je lis si ça m'intéresse. Je réponds, je développe, mais il n'y a pas de texte sacré. Et le problème, c'est que les libertariens, ceux que j'ai croisés en tout cas, refusent de jouer avec les autres. Donc c'est facile de critiquer depuis le banc de touche et de jamais aller voter à une élection. Mais c'est pas comme ça qu'on va sortir de la mouise. Et par ailleurs, quelquefois aussi, le côté interdit d'interdire pour certains qui confinent à la licence fait qu'ils ne regardent pas le fait d'avoir des frontières. Or, on a vu chez Locke justement qu'il fallait un domaine juridique sur lequel exercer des compétences, et ça c'est la limite de mon échange avec eux, parce qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas le contexte juridique, on ne peut pas véritablement travailler. Voilà, donc ça m'amène sans transition à aujourd'hui les livres que nous allons revoir et référencer un petit peu vite avec vous, et qui t'ont marqué toi Charles, et que tu considères comme nécessaires à la vie d'un honnête homme. Oui, parce qu'il y a des livres, encore une fois, c'est quelque chose, je l'ai déjà dit ici, mais je le redis, de temps en temps, vous tombez sur un livre ou un auteur qui change votre vie. Et vous êtes tellement excité que vous devez vous arrêter toutes les 2 heures de le lire parce que vous n'en pouvez plus d'excitation. Et ça arrive, mettons, 7 ou 10 fois dans une vie si on a de la chance. Et souvent, il faut faire la différence entre le contenu du livre, qui peut être absolument remarquable, et la personnalité de l'auteur. Par exemple, il y a un livre qui m'a profondément touché, c'était Du pouvoir de Bertrand Jouvenel, qui était un intellectuel hyper puissant, qui était, tu sais, celui... Oui, mais je l'ai là dans la liste. Tu l'as, mais le petit ami de Colette, enfin, alors que son père était l'ami officiel. Non, mais son père était marié à Colette et lui, à 17 ans... Et elle a fait un livre dessus, d'ailleurs. Le blé en herbe. Le blé en herbe. Et non, c'était pas le blé en herbe, c'était... Je sais plus ce que c'est. Enfin, bref, le blé en herbe. Le blé en herbe. Et donc... bien nommé. Et donc, Bertrand Jouvenel... Mais quand vous regardez la vie de Bertrand Jouvenel, alors qu'il avait ces principes incroyables intellectuels qu'il a mis au point dans son livre, il s'est toujours planté. Tu vois, politiquement, etc., il a jamais... Enfin, très souvent, il n'a pas pris les bonnes décisions. Donc, il y a quand même des trucs extraordinaires. Si vous avez des gars, un petit peu comme, encore une fois... Il a été enquiquiné après-guerre, justement, par les comités... Parce qu'il a été très proche de certains partis nazis français. Raymond Aron avait donné un plaidoyer formidable. Il est mort le lendemain. Il est mort le lendemain. Et dans ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des gars qui écrivent des œuvres admirables et qui ne sont pas terribles, humainement, ou qui se trompent. Parfois, il y a des œuvres admirables qui sont écrites par des gars qui sont admirables. Donc, et parfois, il y a des œuvres admirables, comme par exemple Burke, qui sont écrites par... C'est pas une œuvre admirable, c'est une œuvre robuste, mais sa vie a été admirable.
parce qu'il a suivi les principes robustes qu'il avait. Donc, il faut pas automatiquement faire le lien. C'est pas parce qu'il a fait une œuvre admirable qu'il est admirable ou n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire. Il y a un drôle de mélange là. Alors, on va commencer justement dans les parties de vie par John Locke, et on en avait déjà parlé du deuxième traité de gouvernement civil. Alors, pour le contexte, ça se passe 40 ans après la décapitation du roi Charles Ier d'Angleterre, et l'Angleterre est toujours proie à des violentes agitations politiques à ce moment-là. Il y a une succession entre Charles II et son frère Jacques II qui est extrêmement houleuse. Et à ce moment-là, John Locke se trouve à prendre le parti du comte de Shaftesbury, qui était chef de la branche radicale du parti Whig. Et le comte de Shaftesbury, en 1679, était celui qui avait poussé l'habeas corpus. Oui. Et à ce moment-là, il dit, on va essayer de pousser un second amendement qui serait que le frère du roi ne peut pas hériter en ligne directe. Voilà. Alors là, levée de bouclier. Et donc, avec le comte de Shaftesbury, John Locke est obligé de partir en Hollande. De filer en Hollande, oui. Sous un pseudo. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit ces deux traités du gouvernement civil. Alors le premier, on n'en a pas tellement, il n'est pas, on sait surtout, le premier est en réalité une réfutation d'un essai de Robert Filmer, Patriarchat of the Natural Power of the King. Donc c'est véritablement sur le second qu'on s'arrête. Et ce que fait John Locke, c'est il regarde la société dans son état naturel. On a véritablement une affirmation de ce que sont les droits naturels à ce moment-là. Oui. Et il décrit l'état de nature comme un état de parfaite liberté, un état d'égalité dans lequel on aurait à demander la vie de personne, quelque part. Et il s'interroge justement sur la façon dont, après, les pouvoirs qu'on décide de donner aux uns et aux autres peuvent s'agrémenter les uns avec les autres. Et on trouve aussi chez Locke à ce moment-là la première annonce de séparation des pouvoirs que l'on va retrouver chez Montesquieu plus tard. Et la définition du droit de propriété aussi. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont reliées, bien sûr. Et on l'a vu je sais plus, on a parlé de Locke très récemment, et on a vu justement cette première définition du droit de propriété, et aussi quelque chose de très important dans ce livre, et la possibilité de désobéissance civile face au tyran, si toutefois la personne à qui tu as délégué la violence, et tu as donné l'organisation de ta société, que ce soit une monarchie constitutionnelle, ou que ce soit une république. Mais ça, il le tirait de saint Thomas d'Aquin. Voilà, c'était le tiré de saint Thomas d'Aquin qui prévoyait le meurtre du tyran. Voilà. C'était si ce tyran, en cas de penchant pour la tyrannie. Voilà. Et afin de la conservation à la fois des biens et de la vie de chacun, la raison pour laquelle on entre dans une société politique, c'est de conserver ses biens propres. Pour de conserver ses biens propres. Est-ce qu'il donne cet exemple que je trouve, je crois que c'est lui d'ailleurs, mais il donne cet exemple que, par exemple, s'il y a des arbres fruitiers qui sont dans la nature... Oui, c'est lui. C'est lui qui pousse tout seul. Bon, tout le monde peut aller bouffer des fruits sur l'arbre. Mais si tu ramasses les fruits et que tu les ramènes chez toi, à ce moment-là, c'est à toi, parce qu'il y a du travail à toi qui a été mis dedans, et on n'a pas le droit de venir te piquer les fruits que tu as coupés sur l'arbre, et voilà. Et c'est-à-dire qu'il arrive à une conclusion très importante, c'est que dès qu'on met du travail, il faut que ce travail devienne une propriété personnelle. Mmh. Et donc, ce qui veut dire que, par exemple, l'esclavage est interdit, parce que tu prends le travail de quelqu'un d'autre. Oui. Et donc, de ces principes de droit naturel, il tire la conclusion que l'esclavage est interdit. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on, littéralement, on dit, non, l'esclavage, c'est pas possible. C'est très intéressant, mais... Et ce qui est marrant, c'est que en même temps, je reviens à la vie, en même temps, lui, il avait des actions dans une société qui faisait le trafic d'esclaves. Oui. Donc, tu vois, ce qui est marrant, c'est que lui, il en tire de sa cervelle que l'esclavage est interdit, mais bon, il y a la... Oui, mais quelquefois, tu vois, il y a la pratique et la... C'est la beauté des hommes, et en ça, je veux dire les hommes, le sexe masculin, c'est que quelquefois, c'est la faculté des uns et des autres à invoquer, par exemple, la morale judéo-chrétienne, et à vivre de façon complètement dissolue. Et tu te dis, mais à aucun moment vous réconciliez les deux. Et je pense que les femmes ont beaucoup moins cette capacité à être en dichotomie par rapport à leurs propres actes et leurs paroles. Il y avait une chanson qui était comme ça, c'est Les grands principes et les grands sentiments. Ça, c'était de Guy Béard, je crois. Tu sais. Ah, voilà, il y a un peu de ça.
À titre personnel, moi, ça m'offusque un peu. Je tendance à dire... Alors, on pense que c'est de l'hypocrisie, mais c'est pas automatiquement de l'hypocrisie. Non, mais c'est soit une faculté à ne pas se voir avec réalité, soit s'imaginer que soi-même, on est si différent que chez nous, c'est permis. Non, mais on peut faire le mal, se tenir pas bien, etc., en sachant que c'est le mal et en regrettant beaucoup, mais c'est ce que disait... Oui, mais dans ces cas-là, tu n'invoques pas la morale. Non, mais tu peux faire comme tu peux faire Saint-Augustin, prier le Seigneur pour que... Un peu plus tard. Qui te permette de ne plus pécher, mais pas tout de suite. Demain. Là, j'ai des trucs à faire, là. Oui. Tu vois, il y a ça aussi, prier le Seigneur, arrêter de pécher, mais pas tout de suite, parce que c'est quand même bien agréable le péché. Alors, le deuxième livre, j'essaie d'enchaîner parce que figurez-vous que j'en ai 13 et moi j'ai fait 33 pages. Alors, je vais essayer parce que je me suis un peu laissé, en préparant l'émission, je me suis un peu laissé aller à mon lyrisme naturel. Et, Absolument. Donc, le deuxième livre qui t'a beaucoup marqué était Montesquieu de l'Esprit des lois, qui est donc écrit en 1748. Donc, on rappellera pour Montesquieu qu'il naît en 1689. Donc, c'est 50 ans après Locke. Voilà, il naît près de Bordeaux, à la Brède. En 1705-1708, il étudie le droit romain. Ensuite, il achète une charge de conseiller au Parlement de Bordeaux. Il publie anonymement les lettres persanes. Et en 1748, il publie De l'Esprit des lois, qui suscite une vive polémique, et il décède en 1755. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il achète une charge. Et voyez-vous, tout le monde, quand j'ai fait de l'histoire de France, enfin, j'ai fait quand j'étais... tout le monde m'expliquait que l'achat des charges, c'était une très mauvaise idée et tout. Mais en fait, c'était des magistrats qui achetaient leurs charges et qui, du coup, devenaient complètement indépendants du pouvoir politique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient acheté leurs charges, ils devaient être, fait des études de droit, etc. Mais ils étaient propriétaires de leurs charges. Donc, j'entends bien, c'est embêtant, mais en même temps, il avait une liberté totale vis-à-vis du pouvoir politique. Et donc, être propriétaire de sa charge, on m'a toujours dit que c'était très mal. En vieillissant, je me dis que c'est mieux que d'être locataire, avec le bail qui est détenu par l'État. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai peut-être plus confiance en un propriétaire qu'entre un locataire avec un bail, quoi. Et alors, ce qu'a permis, ce que les autres auteurs reconnaissent à Montesquieu, c'est la première fois dans son étude, ça a été de ne pas avoir d'occidentalocentrisme. C'est-à-dire qu'il a ouvert en essayant de considérer... Alors, certains ont relevé en disant oui, mais il s'est trompé sur plein de choses sur la Chine. Mais il a essayé de faire une étude critique de la Chine impériale sans essayer de proposer de hiérarchie entre les systèmes de gouvernance. Et ça a été un travail de 20 années quand même. Et les auteurs contemporains du reste de Montesquieu ont reconnu l'immense travail, enfin, puisqu'on était dans les périodes de l'encyclopédie. Et c'était aussi ce qui a permis littéralement le changement constitutionnel après, parce qu'il a mis en orbite un certain nombre de règles qui perdurent aujourd'hui, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Mais il a identifié 3 pouvoirs, qu'on connaît tous, législatif et exécutif, et il a identifié les 3 pouvoirs, mais il n'a pas... Mais maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un 4e pouvoir qui est monté un peu partout, c'est celui des administrations à qui l'État a délégué une partie de ses fonctions et qui n'ont plus aucun contrôle après, ce que j'appelle les petits hommes gris. Et donc, on voit bien que, par exemple, en Europe, etc., les petits hommes gris font un pouvoir et qu'il n'y a aucune façon de les contrôler parce qu'il n'y a ni le législatif, ni le judiciaire, ni l'exécutif. Et donc ces gars-là vivent dans une espèce de no man's land juridique où ils prennent des mesures, ils nous coincent, mais il n'y a personne. Donc, ce qui est amusant, c'est que par exemple un type comme Mao a réfléchi sur ce pouvoir de ces petits hommes gris. Et c'est pour ça qu'il avait fait la révolution culturelle, pour essayer de les faire sauter. Et cette espèce de sournoise cancer qui monte comme ça, il existe dans toutes les situations, et je crois que c'est pour ça que les sociétés finissent par claquer, parce qu'elles sont envahies par ces petits hommes gris. C'est ce que disait... C'est ce que dit Hayek ou Popper, je ne sais jamais. C'est-à-dire qu'un système, le problème de nos démocraties, justement, c'est qu'au bout d'un moment, le système s'autosclérose par la montée d'une caste administrative. Et c'est comme si tu avais une implosion, un lent étouffement. Un lent étouffement, ils sont là, c'est ce que disait Raoult, dans cette interview dans laquelle il disait, il y a 2 sortes de sociétés, celles fondées sur la compétence et celles fondées sur l'obéissance, et les sociétés fondées sur l'obéissance essayent désespérément d'étouffer celles qui sont fondées sur la compétence. Alors justement, là, dans Montesquieu, il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant dans l'esprit des lois, c'est que en ayant étudié toutes les différentes formes de régime, il distingue 3 types de régimes, et tu vas voir, c'est intéressant, à chacun d'eux, il attribue un principe particulier. Il considère qu'à la monarchie
revient l'honneur. Oui. À la République démocratique, la vertu. Et au gouvernement despotique, la crainte. Alors c'est intéressant pour deux choses. C'est qu'il dit une République démocratique ne peut fonctionner que si quelque part les fonctionnaires, les gens qui la font fonctionner, ont en eux ce sentiment de serviteur de l'État. C'est ce que disait Rousseau, c'est la vertu. Il n'y a rien de plus difficile qu'une démocratie parce que tout le monde doit être vertueux. Tout le monde doit être vertueux, oui, mais regarde notre grand-père, à l'époque, dans les grands corps, tu avais cette notion de service de l'État. Donc on ne prenait pas un timbre, même à l'époque de De Gaulle, le dimanche, il payait son électricité, et ainsi de suite. Donc la notion de vertu, quoique elle paraisse peut-être niaiseuse pour certains, est néanmoins valable pour des générations et a fonctionné. Et comme on l'a vu quand on était dans cette conférence à Londres, très longtemps la cité de Londres... Ça ne fonctionnait que comme ça. My word is my bond. Et ça ne fonctionnait que sur ce gentleman's agreement. Une fois que j'ai donné ma parole, je suis engagé, bien plus que si j'avais signé 45 documents. Et dans la communauté, on savait... si quelqu'un manquait à sa parole, et on ne traitait plus avec lui. Voilà, c'est défini. Donc, effectivement, ça ne peut fonctionner que dans des communautés de communes, j'ai envie de dire, parce que plus tu rentres peut-être dans un monde mondialisé, moins cette chose fonctionne. Mais cette notion de vertu, moi, je la trouve pas si niaiseuse que ça. Non, elle est essentielle pour qu'une démocratie fonctionne. Et c'est là où il y a le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons avec une démocratie qui est gérée par des gens qui n'ont pas de vertu. Et je crois que le peuple le ressent très très fort. Et alors c'est rigolo parce que si tu regardes qu'on qualifie le régime despotique par la crainte qu'il engendre, si l'on regarde récemment les 3 dernières années où on nous a fait vivre dans la peur et on continue à nous faire vivre dans la peur, on peut rétroactivement se poser la question, est-ce que ça ne serait pas un régime despotique puisque nous vivons dans la peur ? Mais tout à fait. Et on voit bien que toute cette classe mondialiste dont je parle dans mon livre, ils n'ont qu'une idée, c'est d'instiller la peur dans les troupes qu'ils veulent gouverner, là, de façon et de les maintenir en bas. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive à une égalité, mais dans l'esclavage. Voilà. Dans l'esclavage de la peur, ce qui revient quelque part à ce que Solzhenitsyn dira aussi des années plus tard. Dans son discours de Harvard. Et ce que dira Tocqueville aussi, c'est grosso modo qu'une société aristocratique s'est fondée sur l'honneur. Mais il disait, lui, Tocqueville, en 1830-1840, que cette société était finie. Qu'on ne pouvait plus avoir de société aristocratique. Et c'est peut-être quelque chose qui nous manque à l'heure actuelle, il faudrait peut-être réintroduire la notion d'aristocratie, au moins au service de l'État, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ce serait une façon de résoudre cette quadrature du cercle. Parce que derrière la vertu, il y a l'honneur, et derrière l'honneur, il y a la vertu, quoi. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Alors, donc, tu as parlé de la séparation des pouvoirs, et juste pour le dire, Montesquieu, dans son étude, a intégré aussi beaucoup la notion de climat. Pour lui, c'est le premier qui a fait ça, d'ailleurs. Voilà, on ne gouverne pas pareil le peuple anglais dépressif qu'un peuple italien joyeux. Voilà. En principe, les peuples, plus il fait chaud, plus ils sont joyeux, quoi. Plus on se caille pendant l'hiver, plus ils ont besoin de solidarité. Mais c'est vrai que effectivement, un peuple québécois ou suédois qui va vivre en autarcie une partie de l'année parce qu'à cause de la neige et des conditions climatiques, va développer une notion de solidarité avec autrui qui sera dans ses gènes. Pour une raison très simple, c'est que celui qui n'est pas solidaire pendant l'hiver, il passe pas l'hiver. Voilà. Donc ses gènes ne sont pas reproduites. Tandis que si vous n'êtes pas solidaire quand il fait 35 à l'ombre et que les noix de coco tombent des arbres, vous n'arrivez pas grand-chose, quoi. Voilà. Alors, le troisième que tu as beaucoup aimé, que tu as déjà cité, est Edmund Burke. Alors, Edmund Burke doit être moins connu de vous. Cet ouvrage date de 1790 et c'était un homme politique et philosophe irlando-britannique. Il est arrivé en France, alors il a siégé pendant de nombreuses années à la Chambre des communes au sein du parti Whig, et il était fortement lié à l'époque à Lord Rockingham. Et il est envoyé... c'est quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans tous les moments de sa vie, dans les mouvements conservateurs et libéraux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il était conservateur, libéral, etc., mais comme par exemple, au moment de l'indépendance des États-Unis, il a pris le parti très fortement pour les indépendantistes américains. Oui.
Et ce qui était très curieux, parce qu'en tant que conservateur, il aurait pu dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pas du tout. Il a parfaitement perçu ce besoin des peuples de se gouverner eux-mêmes, etc. Et en France, donc il a visité en France en 1790, et il a écrit, littéralement, de façon prémonitoire, toutes les saloperies qui allaient se passer dans les années qui allaient suivre. Parce que les Français ne respectaient plus l'ordre naturel des choses. Donc, voilà, donc en fait, ce livre, Réflexion sur la Révolution de la France, est né d'une correspondance qu'il avait eue avec Charles Jean-François Depont, dont il avait fait la connaissance au cours d'un voyage en Grande-Bretagne, et il lui écrit à ce moment-là ce qu'il voit en France, et il dit voilà ce qui va se passer. On est en 1790, et il voit arriver la terreur. Et, il voit tout arriver. Il voit tout arriver, c'est absolument prémonitoire. Et simplement parce qu'il comprend les racines de ce mouvement révolutionnaire français, qui n'est pas d'améliorer la situation des gens, mais de créer un homme nouveau. Et il sait, lui, parce que c'est un bon philosophe, que toutes les tentatives dans l'histoire pour créer un homme nouveau, pour parfaire l'œuvre de Dieu, se sont toujours terminées dans la misère et dans les larmes, quoi. Donc, il diagnostique Savonarole ou tous les trucs qui ont traîné dans l'histoire. Et il dit, attention les gars, je revois les mêmes choses, il va y avoir les mêmes résultats. Et il y a eu les mêmes résultats. Et alors, il revient... Et on a recommencé en 1917, il n'était plus là, mais les intellectuels français, une fois plus, se sont plantés. Et il revient aussi sur la nécessité de la propriété privée, de la tradition et de ce qu'il appelle les préjugés. Alors, les préjugés, c'est ce qui permet d'intéresser les citoyens à la prospérité de leur pays, au maintien de l'ordre social. Et c'est quelque part un peu comme la notion de climat chez Montesquieu, l'espèce de grain que peut avoir un peuple. C'est-à-dire que le préjugé, c'est tu n'as pas besoin de juger pour avoir une idée. Tu penses que c'est comme ça. Et quand il fait froid en hiver, le préjugé, c'est qu'il vaut mieux faire des réserves de bouffe pour passer l'hiver. Donc c'est pas quelque chose que tu as démontré. Et je trouve que dans la discussion aujourd'hui, on a beaucoup de mal, parce que par exemple, moi, dans une série de discussions que je peux avoir avec d'autres, comme j'en ai une ce matin, il y a toute une série de choses dont je pense que je n'ai pas à les exprimer tellement elles sont évidentes. Mais quand je discutais avec les gens ce matin, par exemple, je me suis rendu compte que pour eux, elles n'étaient pas du tout évidentes. Donc, il y a peut-être que j'ai cheminé plus rapidement, j'ai cheminé ailleurs, ou j'en sais rien, mais je suis toujours surpris de devoir recommencer la discussion au point zéro. Il me semble qu'on pourrait dire, bon, alors les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, on les accepte. Tu pensais que la division euclidienne était acquise, et pas du tout. Pas du tout. Ils veulent toujours recommencer au point zéro. Je leur dis, mais ça, on le sait déjà, si on pouvait commencer au point 7, on pourrait continuer à avancer. Mais non, t'as pas le temps. Tu termines ta discussion, tu es toujours qu'au point 3, quoi, alors que tout le monde est d'accord sur les 7 premiers points. Alors je trouve ça épuisant, quoi. C'est épuisant, et puis surtout on a l'impression de ne pas progresser. Et puis après, pour ceux qui en sont au point 7, c'est fatigant parce que moi je regarde jamais la télévision parce que je sais ce que les gens vont dire. Et, avant même qu'ils le disent. Avant même qu'ils les disent, je l'aurais mieux dit. Et je suis pas intéressée du coup, tu vois. Et en plus, t'es pas du tout préparé, parce que moi, quand je discute avec des gens, par exemple, il y a 3 ou 4 ans, il y avait un certain nombre de points qui étaient pas généralement établis. Donc, tu avais des arguments prêts à répondre quand quelqu'un te disait, je sais pas, par exemple, qu'il y avait plus de liberté de parole en France. Bon, donc, si je disais ça et que les autres me disaient, mais pas du tout, donc j'avais tous mes arguments bien alignés pour leur répondre. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est acquis, tout le monde pense ça. Et donc, quand on me dit c'est pas vrai, j'y pense plus à mes arguments, c'était il y a 4 ans. Donc, je suis là en train de leur dire... c'est rangé où déjà ? C'est rangé où déjà ? C'est dans quel tiroir ? Et donc, ça vous force à faire un pas en arrière à la place de faire un pas en avant. La discussion, La discussion, c'est de progresser, c'est pas de revenir en arrière. Tu vois, je suis très faire et défaire. Donc, le troisième auteur, le quatrième, puisqu'on en est au quatrième, c'est Alexis de Tocqueville, puisqu'on parlait des États-Unis, nous y voilà à nouveau, avec De la démocratie en Amérique. Et l'Ancien Régime et la Révolution, c'est beau aussi. Oui, en 1840. Donc, c'est un penseur et homme politique libéral, inspiré par Montesquieu. Il est considéré comme l'un des meilleurs analystes de la démocratie, dont il voit à la fois les forces et les faiblesses. Oui. C'est un aristocrate lucide. Il a failli passer. Je crois que si on n'avait pas liquidé Robespierre, il y passait. Il y passait, oui. Sûrement, il devait être dans la prochaine charrette, oui. Oui. Et alors, il est assez visionnaire parce qu'il voit que de la démocratie pourrait tout à fait naître une forme d'oppression nouvelle, idéologique, pour laquelle le mot dictature ne conviendra pas. Et ce sera en Europe le totalitarisme. Et pour lui, le libéralisme politique doit nécessairement entraîner le passage à la démocratie. Oui, ça, c'est un passage important pour Tocqueville, parce que certains peuvent dire non, le libéralisme, pour être mis en place, n'a pas besoin de passer par une démocratie. Il ne dit pas exactement ça. Il dit, si on a libéralisme dans l'économie, etc., automatiquement, ça finit avec une démocratie.
Ce qui est pas de dire que pour arriver à une démocratie, il faut être un libéralisme. Mais je veux dire, c'est un penseur complexe et surtout, encore une fois, pour lui, le régime le meilleur, c'était celui de l'aristocratie avec l'honneur. Oui. Et il dit, bon, on va rentrer dans une société sans honneur, ce qui pour un aristocrate n'est pas une bonne chose. Mais en même temps, il reconnaît de façon très curieuse et très humble que cette société dans laquelle on rentre est inévitable. Mmh. Donc ça sert à rien de se lamenter sur la mort dans l'aristocratie. On va rentrer dans une société démocratique où tout le monde sera égal et médiocre. Oui. Et content d'être égal et médiocre. Et dès que quelqu'un sortira de la médiocrité, tout le monde va essayer de lui taper dessus. Et donc, c'est toujours trouvé, c'est un penseur paradoxal parce que il vous annonce tranquillement quelque chose qui est la mort de tout ce qui pour lui est le plus cher. Alors, ce qu'il dit en même temps, il dit le problème, c'est qu'en allant vers cette société d'égalité, on va aussi vers une société d'individualisme. Voilà. Et il la tempère aux États-Unis en disant, bon, d'accord, il y a un individualisme forcené, mais c'est tempéré par le fait qu'il y ait une foi commune, des églises communes et des causes. Des causes, sur les pauvres. Voilà. Il s'engage. Et ce qui est amusant, c'est il y a des gens qui ont fait des analyses en disant, alors le problème, par exemple, de l'Église en France, c'est qu'il n'y en avait qu'une, l'Église catholique. Tandis qu'il dit, la beauté aux États-Unis, c'est qu'il y a 45 églises, donc on en trouvait toujours une avec laquelle on était d'accord. Et donc il dit, la concurrence dans le monde des églises a permis la survie de la foi. Alors que le monopole en France a entraîné la fin de la foi. Ça m'a toujours fait rigoler. Après, on a eu une concurrence avec les protestants qui sont arrivés. Oui, mais les protestants, oui, mais c'était pas... C'était pas aussi... oui. Non, mais par exemple, les catholiques ont été minoritaires aux États-Unis jusqu'il y a tout récemment, donc, parce qu'avec tous les gars qui arrivent du Sud, ils sont tous catholiques. Mais en fait, l'Église catholique aux États-Unis se percevait comme minoritaire. Oui. Et donc, elle se bagarrait pour être la meilleure, quoi. Mais d'ailleurs, quand tu vas à des services catholiques aux États-Unis, moi, j'ai toujours, ça me faisait bizarre quand j'y allais parce que j'avais l'impression, pour une fois, de faire partie limite d'une secte et d'un groupe, un petit peu anarchiste, avec des gens vachement. Alors qu'en France, tu vas mollement, t'as que des vieux. Là-bas, t'as des gens vachement. Ah oui, ils sont montés comme des pendules. Et donc, c'est amusant. Cette espèce de concurrence entre les églises avait permis le maintien de la foi chrétienne qui est nécessaire à la survie de notre civilisation. Et donc, je me dis, c'est rigolo quand même. Je suis pas sûr que l'Église catholique est bien consciente qu'elle a besoin de concurrents, quoi. Nous arrivons à Frédéric Bastiat et aux harmonies économiques. Ah, ce que je voulais dire sur Tocqueville, c'est qu'il écrivait admirablement. Il avait un français, si vous voulez prendre des leçons de style. Et quand vous lisez l'Ancien régime à l'Évolution, il met un certain nombre de textes à l'intérieur qui sont des rapports administratifs écrits par l'intendant, je sais pas où. Et c'est écrit dans un français. Mais alors... ça vous donne envie de parler cette langue. Alors qu'aujourd'hui, quand vous lisez un rapport administratif, vous vous tapez la tête contre les murs de désespoir. En réponse à votre Honoré du temps, tu sais, comme Gottlieb. Exactement, tu te dis, qu'est-ce qu'ils écrivent mal. Bah oui, parce que c'est des Comment rapports... on est passé de cette langue admirable qui était le français du 18e ou du début du 19e à ce patois infâme aujourd'hui, je sais pas. Ouais. Mais apprenez à lire avec sûrement l'ENA. Parce qu'on à faire des rapports administratifs et l'ENA/McKinsey et puis voilà. Et puis c'est pas impossible. Et puis je crois aussi c'est à partir du moment où tu dis que le top de la société c'est l'administration, tout le monde veut écrire comme un commis au poste, quoi. Oui, alors qu'avant on voulait écrire comme un aristocrate. Un diplomate. Voilà, je sais pas. Mais enfin c'est une grande question. Un autre qui écrit admirablement, c'est Bastiat. Voilà, donc on y arrive. En plus il est rigolo comme tout. Donc Bastiat qui est né en 1800 à Bayonne. Et qui est mort à Rome. C'est un économiste, homme politique et magistrat français. Et il est rattaché évidemment à l'école libérale française. Il a défendu le libre-échange, la concurrence, l'opposition au socialisme. Et on le rattache évidemment comme un précurseur de l'école autrichienne d'économie et l'école des choix publics. Ce qui est très intéressant parce qu'en effet, il a fait des tas de travaux qu'on a retrouvés littéralement un siècle plus tard à Chicago avec Gary Becker, etc. Mais la différence, si, il y en avait deux. Gary Becker et Milton Friedman écrivaient une langue un peu comme Bastiat, c'est-à-dire à mourir de rire, quoi. Moi, je peux pas lire Milton Friedman sans me marrer. Mais Bastiat, c'est pareil. Il vous écrit une proposition logique, et puis il fait une espèce de retournement complet dans la dernière phrase, qui veut dire que tout ce qu'il vient d'écrire est complètement idiot. Et j'aime beaucoup cette façon d'écrire, qui était un peu celle d'André Frossard, qui faisait des petits billets dans le Figaro. C'est-à-dire, vous lisiez les 10 premières lignes, vous disiez c'est vachement vrai, et paf, la dernière phrase, il vous montrait que c'était complètement idiot. Et c'est parfaitement fait chez Bastiat, cette façon d'écrire qui est
la dernière phrase invalide toute la proposition pour moi. Alors, il part du postulat que tous les intérêts légitimes sont harmoniques. Voilà. Et par conséquent que les problèmes économiques et sociaux se résolvent mieux dans les libertés que dans la contrainte, et qui est une intuition qui s'oppose à la plupart des théories socialistes et communistes, selon lesquelles les intérêts des classes sont antagoniques et qu'il y aurait une position entre capital et travail. Voilà. Donc il y a une forme de simplicité, pratiquement bon sang mais c'est bien sûr, chez Bastiat. C'est vraiment le truc de Pompidou qui disait mais cessez d'emmerder les Français, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est marrant parce que je regardais hier complètement après le déjeuner un passage d'émission et c'était des gens qui avaient acheté un appartement. Alors ils disaient oui, alors on a fait 25 000 euros, enfin les anciens propriétaires avaient 25 000 euros de Trévaux et on a acheté, on a l'impression d'avoir fait une très bonne affaire. Et tu te dis, et la personne qui a vendu a dû aussi avoir l'impression d'avoir fait une très bonne affaire. C'est le principe d'une vente, c'est que les deux à un instant T, on l'a vu la semaine dernière, se sont mis d'accord sur un prix, une chose. Et dans cet échange synalagmatique entre les parties, les deux parties ont eu l'impression d'avoir, ma foi, fait une très bonne affaire. Ce qui est possible. Oui, c'est-à-dire qu'il est possible, compte de la différence de temps. Sans avoir l'État qui régente quoi que ce soit. Sans l'État dit, vous avez acheté trop cher, vous avez acheté trop bon marché, etc. Donc on va remplacer ça. Je vais revoir l'État, autrefois, quand j'étais jeune, j'apprenais du droit commercial à l'université de Toulouse, on disait le contrat fait la loi entre les parties, c'est-à-dire que personne n'a le droit d'intervenir dans un contrat s'il n'a pas été faussé au départ par des vices du consentement. Par des vices du consentement. Mais le contrat, une fois que vous avez signé, en principe, personne n'a à intervenir. Ça regarde personne, c'est une question entre deux personnes. Et maintenant, partout, on se retrouve avec une troisième personne, l'État, qui dit non, c'est pas bien, mais lâchez-nous bien tranquille. Nous arrivons sur un autre auteur, toujours anglais, britannique, Arnold Toynbee, qui a commis cet énorme pavé, écrit en 1934, qui se nomme en français L'Histoire. Alors c'est un gros livre dont la couverture est dorée, qui doit faire 1140 pages. Et alors, Toynbee était d'un bon milieu anglais. Il a fait ses études à Winchester College. Ensuite, il a travaillé au British Foreign Office pendant la Première Guerre mondiale. Il fut délégué à la conférence de paix de Paris en 1919. Et l'œuvre de réflexion de Toynbee sur la genèse des civilisations est assez inclassable. Elle peut être comparée à celle de Oswald Spengler dans Le déclin de l'Occident, mais il n'adhère cependant pas à la théorie déterministe, selon laquelle les civilisations croissent et meurent selon un cycle naturel. Donc, il fait une étude très fouillée de toutes les civilisations qu'il a classées. Oui, qu'il a classées. Et le pont qui est fait entre les civilisations par les religions. Et ça, c'est une idée assez intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, vous passez de l'Empire romain à la civilisation chrétienne du Moyen-Âge avec le pont qui est la religion chrétienne, quoi. Et donc, vous passez d'un pont, et j'ai toujours été fasciné par ça. Et ensuite, il explique pourquoi les civilisations implosent. Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'il dit le rôle d'une élite, c'est de répondre aux défis qui se posent à une civilisation. Très bien. Et il dit si le défi se pose et que l'élite n'y répond pas, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le même défi se repose d'une autre façon, plus grave encore. Et puis ensuite, plus grave encore, jusqu'à si on ne répond jamais au défi, soit le pays disparaît, soit il y a un changement de régime, ce qui est le cas le moins grave, le pays disparaît, ou la civilisation disparaît. C'est grosso modo les Aztèques ou les Coptes en Égypte, tu vois. C'est que d'un seul coup, pouf, ils disparaissent. Donc, il a une espèce de mécanisme pour expliquer pourquoi les civilisations meurent. Et quand tu regardes ce qui s'est passé en Europe, la grande affaire à partir de la fin du 19e, ça a été l'opposition entre la France et l'Allemagne. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour ça. On s'est mis 3 fois sur la gueule. Puis à la fin, on s'est dit, bon, ça marche plus les gars, on va faire l'Europe. Donc à ce moment-là, ça nous a permis de sortir de ce truc. Et le machin qu'on a fait pour sortir de ce truc est en train en lui-même de créer des problèmes absolument gigantesques qui risquent de mettre en danger notre civilisation. Donc la solution peut être une solution temporaire, mais qui va amener des problèmes encore plus graves. Alors, il y a 2 choses, je vais revenir sur ce que tu dis. Effectivement, il prend l'exemple de la société de la société romaine qui se retrouve, de la société post-romaine catholique, chrétienne, qui se retrouve à devoir intégrer les germaniques à la chute de l'Empire romain. Bien sûr. Et en y arrivant, cette civilisation qui va devenir la nôtre, qui va croître. Et alors, il fait le constat que les civilisations ne meurent pas, elles se suicident. Oui, en elles se suicident, c'était vrai. Et qu'en général, aussi, tu vas avoir une attaque de barbares de l'autre côté, c'est-à-dire d'une autre civilisation. Qui est créée également par la faiblesse
du gens qui veulent se suicider à l'intérieur. Une civilisation aussi se suicide par attaque extérieure, ce qui est peut-être aussi notre cas. En appelant de choc de civilisation. Oui. Voilà. Sans aller vers du Huntington, on a quand même cette sensation chez Huxley, chez Toynbee. Chez Toynbee. Et alors, il dit ça, et c'est très intéressant. Toute la réflexion de Toynbee est intéressante, parce que d'abord, c'est très touffu. Vous avez l'histoire des élites, vous avez l'histoire des religions. Oui, je vous conseille pas de commencer par ça pour votre petit Noël, parce que déjà, c'est très... Et vraiment, il faut lire limite un chapitre par semaine en étant très concentré. Et en prenant des notes. Et en prenant des notes. Et il est très critiqué par tous les historiens, parce qu'il a une espèce d'explication de l'histoire qui bouge comme ça, et la plupart des historiens prétendent que l'histoire c'est du bruit et de la fureur avec du sang et qu'il n'y a rien à expliquer, quoi. Donc là, déjà il y a si tu veux il y a deux oppositions chez les historiens d'après ce que moi j'en perçois, c'est l'historionomie, si tu veux, l'espèce de déterminisme, c'est-à-dire que certains prennent le parti que l'histoire ne serait qu'un éternel recommencement et d'autres sont au contraire très opposés à cela. Donc déjà suivant les deux écoles, pour moi tu es dans une vision, pour moi l'idée que l'histoire ne serait qu'un éternel recommencement sur lequel l'homme n'aurait aucune prise est anti-chrétienne, puisqu'à partir de ce moment-là, responsabilité individuelle. Tu n'as plus de libre arbitre individuel et tu serais pris dans une espèce de machine. C'est du marxisme à la limite. Mais oui, puisque tu te retrouves dans une sorte de collectivisme qui de toute façon te lirait à ta perte. Donc pourquoi te lever le matin, en définitive? Et c'est embêtant, c'est que c'est marxiste, mais aussi dans les derniers livres de Hayek, en particulier dans le dernier, dont on me dit qu'il n'a pas été écrit par lui, mais enfin, il y a ce déterminisme absolu de l'histoire, et ça, je trouve ça absolument insupportable. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, l'histoire de l'Union soviétique, bon, ça déroule et tout, et puis d'un seul coup, il y a Solzhenitsyn arrive, qui change tout. C'est ce que Solzhenitsyn disait, de temps en temps, il y a un rocher qui tombe dans un fleuve, et qui change le cours du fleuve. Donc, oui, il y a des lois, mais non, elles ne sont pas éternelles et elles peuvent être rompues par des individus qui pensent différemment. Alors justement, on va arriver sur Hayek, qui a donc écrit La route de la servitude. Donc Hayek, on s'en souvient, on avait fait une émission sur lui, est né à Vienne. Donc il est vraiment dans cette époque de l'Empire austro-hongrois, avec une montée dans ces années-là de ce qui... Alors lui, il va combattre en 14-18, il perd l'audition d'une oreille. Et pour lui, ayant vu la Première Guerre mondiale, il se dit, je vais devoir essayer d'éviter la seconde. Bon, alors, il a fait à côté de ça des études de droit, de sciences politiques, et puis quand il sentait que ça commençait un petit peu à sentir le renard, il a essayé de partir en Angleterre. Je crois qu'il a enseigné à la London School of Economics pendant un petit moment, puis ensuite qu'il est filé à l'université de Chicago. Mais après avoir écrit la route de la servitude, je crois qu'il est parti là-bas. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que qui a été un best-seller mondial immédiatement. Hein. Oui. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que à l'université de Chicago, on l'a refusé comme professeur d'économie parce que c'était pas de l'économie, c'était de la sociologie, ce qu'il faisait, ou je sais pas quoi, ça les intéressait pas. Et donc il est devenu professeur de je sais pas quoi, un petit cours de rien du tout. Donc ce qu'il y a de marrant, c'est que les économistes de l'époque à Chicago n'ont pas reconnu Hayek comme l'un des leurs. Oui. C'est un poilant, quoi. Je trouve ça à mourir de rire, parce que pas reconnaître Hayek comme un économiste. Et ça, alors là aussi, je voudrais dire quelque chose sur Hayek. Là, c'est pour ceux qui auraient le courage de lire tout ça. La route de la servitude, c'est facile à lire, mais les autres livres, c'est pas de la tarte. Parce que si j'ose dire, il est écrit et il pense comme un Allemand. Alors, vous savez, les Allemands, ils mettent toujours le mot qui donne le sens à la phrase en dernier. Pas comme en latin. Un peu comme... Et c'est pas vraiment du Bastia ou du Tocqueville. C'est pas écrit de façon ravissante et légère pour dire des choses compliquées. C'est écrire de façon compliquée pour dire des choses compliquées. Donc, il faut s'accrocher, quoi. Alors, le grand propos d'Hayek, c'est quand même de soutenir que l'interventionnisme de l'État a toujours tendance à empiéter davantage sur les libertés individuelles. C'est vrai. Et que progressivement, cet interventionnisme de l'État, toujours et partout, conduit toujours au totalitarisme. Toujours. Donc il a quand même incarné la pensée libérale contemporaine et donc comme tu le disais il a été traduit dans une vingtaine de langues. À la sortie en Reader's Digest, ça s'en est vendu à 600 000 exemplaires dans un monde qui n'était pas celui d'aujourd'hui en plus en termes de... Voilà, donc on est sur un énorme succès et cet ouvrage a été publié en 1944. Et il cherche à combattre évidemment aussi toutes les idées keynésiennes dont il était le père. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une relation compliquée avec Keynes, parce que quand il a besoin d'être à Londres, etc., Keynes, qui était un type au poil humainement, hein, il a beaucoup aidé Schumpeter, il a beaucoup aidé Hayek, et donc il a essayé de déplacer partout. Il s'est donné un mal de chien. Donc, quand les gens opposent
Hayek et Keynes, c'est vrai, intellectuellement, ils sont à des années-lumière l'un de l'autre, mais humainement, ils sont très bien entendus. C'est-à-dire que je reviens toujours à une de mes chères idées de libéral, je me suis engueulé beaucoup plus fort avec des gens avec qui j'étais d'accord, parce qu'ils présentaient leur truc de façon pas normale, sur la forme, littéralement, et j'ai eu aucun problème avec des tas de gens qui n'étaient pas du tout ouverts avec moi, parce qu'ils étaient aimables dans leur présentation. Oui. Donc, si tu veux, il y a l'aspect formel de la discussion, il y a aussi l'aspect Attends, tu peux tout à fait ne pas être d'accord intellectuellement avec quelqu'un, mais reconnaître que c'est un intellectuel puissant. Et vous l'aimez beaucoup, voilà. pensez que c'est un type au poil. Il pense comme un cochon, mais c'est quand même un type bien. Après, moi, ce que je ne respecte pas dans la pensée de quelqu'un, c'est quand... d'abord, c'est l'immuabilité d'une pensée. Quand il ne change pas. Quand il ne change jamais et qu'il ne refuse même d'entrer dans un dialogue. C'est-à-dire que tu dis, non, mais le libéralisme, ça n'est pas ci, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, et la personne t'oppose un mur, ne voulant pas rentrer dans la discussion. Je ne veux pas discuter du libéralisme parce que c'est le mal absolu. Voilà. Donc à partir de là, je ne pense pas que le rapport entre Keynes et Hayek, qui étaient des rapports fondés sur la façon de voir l'économie et la société, et puis on était entre et alors, anglais. La différence était essentielle, c'est Keynes savait qu'on était très mal parce qu'il y avait eu la Grande Dépression qui avait amené le socialisme ou le communisme partout. Donc le but de Keynes, c'était de trouver des solutions à court terme pour empêcher que la société ne tombe dans ce que craignait Hayek. Et on a eu les deux. On a eu des solutions keynésiennes pour nous amener dans un totalitarisme. Hayek lui disait, mais à long terme, le résultat sera le même. Et Keynes répondait, oui, mais à long terme, nous serons tous morts. Donc Keynes, c'était volontairement de trouver des astuces pour tenir encore 5 ou 6 ans, puis on verra après. C'était pragmatique anglais dans toute son horreur, parce que l'autre, c'était l'allemand bien sérieux. Il disait, si on fait ça, ça va mal se terminer. Et les deux avaient raison. Et donc, ça n'a pas marché à court terme, et en plus, maintenant, ça ne marche pas à long terme. Voilà. C'est brillant. Hein. C'est brillant. On arrive sur Bertrand de Jouvenel, du pouvoir, donc qui est bouquin admirable, l'un des pionniers et théoriciens de la prospective en France. Il a fondé la revue Futurible. Voilà, il était opposé au Front populaire. Il s'est un petit peu trop rapproché de Jacques Doriot pendant les années 35-36. Voilà. Et ensuite, il a été vivre en Suisse où il a écrit Du pouvoir. Voilà, donc il a eu une liaison avec Colette, ça c'est rigolo. Quand il avait 17 ans, oui. Il avait une tête de prophète de l'Ancien Testament avec des grands cheveux blancs, vraiment une tête d'inspiré. Et il est fondateur avec Hayek aussi et Rueff du Mont Pèlerin. Du Mont Pèlerin. Du Mont Pèlerin, qui est cet endroit horrible où tous les grands libéraux avec des colliers de barbe vont se toucher la main. Et je ne veux pas dire des gens, vous ne le répéterez pas, mais c'était le Davos de l'époque. Hein, Oui. Oui, mais sauf que à l'époque, c'était pas des gens qui avaient du bien, c'était des gens qui avaient de la tête. C'est beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus dangereux. Il n'y a que les idées qui sont dangereuses dans le monde. Et alors, ce qui est intéressant chez Jouvenel, c'est qu'il s'est quand même posé la question de cette montée des pouvoirs absolus, des totalitarismes. C'est-à-dire, il dit, vous créez un État, vous savez, c'est ma vieille idée, il y a une nation, de cette nation naît un État, et cet État, il est là pour protéger la nation. Et petit à petit, il va littéralement bouffer la nation. Sa métaphore... Il est impossible d'arrêter sa croissance. Sa métaphore était celle du Minotaure. C'est ça. C'est-à-dire, il disait, le pouvoir est un Minotaure et que le pouvoir se développe comme un cancer ou comme une lèpre. Il faut lui jeter de jeunes filles de temps en temps pour qu'il bouffe. Et il y a une multiplication des métastases, des cellules malignes, et ça altère irrémédiablement l'organisme de la société. Toujours. Donc, on était effectivement sur l'idée de l'absolu pouvoir corrompt absolument. Voilà. Et surtout, il y a ça, mais en même temps, il disait, il y a ceux qui exercent le pouvoir, et ce que j'ai dit tout à l'heure, cette espèce de machine infernale d'organismes que tu mets en place, et qui se mettent à tourner tout seuls pour continuer à générer des interdits. Tu vois, sans que personne les contrôle, sans qu'il se passe. Donc, il y a cette espèce de lente montée de l'interdiction. Il y avait une chanson comme ça que j'aimais beaucoup, c'est le petit garçon qui disait, c'était Dutronc, il fallait dire non, non, non. C'était, tu sais, fais pas ci, fais pas ça. Ah oui, fais pas ci, fais pas ça. C'est la façon dont on élevait les enfants. Les enfants, on leur disait toujours fais pas ci, fais pas ça. Ils pouvaient jamais faire ce qu'ils voulaient. Dès qu'ils bougeaient, on leur disait fais pas ci, fais pas ça. C'est le Minotaure. C'était affreux. Mais c'est un bouquin incroyable parce que c'est comme une comète. C'est un truc. Je sais pas de ce sort. C'est sorti dans la tête de Jouvenel, mais c'est un bouquin comme j'en ai pas vu avant ou après.
Alors, sa grande idée aussi, c'est que la liberté, soi-disant acquise de la Révolution française, qui consisterait à mettre un bulletin de vote dans une urne, n'est pas véritablement une liberté, que pour lui, une liberté ne peut pas véritablement être de masse, oui. et que quelque part, celle qu'il conçoit est une liberté qui devrait être individuelle et recherchée individuellement, et que ça n'est pas à autrui de nous la conférer, elle est en nous. L'auditeur attentif aura remarqué qu'il y a une constante. Et que c'est quelque chose que je développe depuis un petit moment, c'est que la liberté, vous la trouvez en vous. Et c'est de là d'où ça vient. Et aussi, ce qu'il constate dans les éternelles avancées du pouvoir, il dit, bon ben voilà, on s'est battu à la base quand même pour la Révolution française en disant on veut plus de conscription, on veut plus de levée militaire. Qu'est-ce qui se passe ? Et on veut plus aller taper les fossés des aristocrates pour empêcher les grenouilles de faire du bruit. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des guerres napoléoniennes ? On a 30 millions d'hommes sous les armes en Europe. Gros succès. La Première Guerre mondiale, on en a mutilé 15 millions, c'est-à-dire 5 fois plus. Donc gros succès aussi dans les avancées du pouvoir. Et quand tu reviens en arrière, en 1515, la bataille de Marignan, c'était 50 000 hommes à l'époque. Oui. Donc on a eu, dans l'accélération de l'histoire, aussi une montée des atrocités. Et c'était toujours la même chose, c'était l'État qui prenait sur lui d'augmenter ses pouvoirs qu'il avait sur la population jeune pour la coller dans l'armée. Et donc la grande nouveauté qu'a introduit la Révolution française, ça a été la conscription. C'est-à-dire que d'un seul coup, les armées prussiennes, etc., elles avaient 50 000, 100 000 hommes à tout casser. Et puis d'un seul coup, nous, en faisant la conscription générale, on avait une armée de 3 millions de personnes. Donc on a complètement bousculé l'ordre politique en Europe aujourd'hui. C'était 50 000 hommes contre 50 000 hommes qui allaient se battre dans un coin, tout le monde s'en foutait. Avec la moitié de mercenaires. Avec la moitié de mercenaires, qui étaient des Suisses, parce qu'ils gagnaient pas an. Et donc d'un seul coup, on a rendu nécessaire la mobilisation de tous les hommes pour défendre la nation. Et ça, c'est une idée qui a pris comme un feu de faille. Et ensuite, on a eu à peu près 150 ans de guerre où des nations se mettaient sur la gueule en appelant tous leurs hommes. Donc, et personne n'a expliqué comment on est passé de cette civilisation des armées professionnelles qui faisait quelques dégâts ici ou là à cette espèce d'embrasement. Et quand on vous parle de la Révolution française, on vous parle dans les écoles en France que de ses grandes réussites, mais c'est un immense échec d'avoir condamné l'Europe à la guerre et à la guerre de masse. Et on n'en parle jamais. Voilà. Alors, ensuite, on arrive sur Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, écrit en 1945. Donc, Karl Popper, on est encore une fois sur un Viennois d'Autriche-Hongrie. D'origine juive, ses parents le convertissent au luthérianisme plus par acceptation de la vie en société que par autre chose. Et il fait partie aussi de ces personnes. Il a dû partir, le pauvre, à Christchurch en Nouvelle-Zélande, infamement connu maintenant pour son attentat, où il est resté le temps de la Seconde Guerre mondiale. Christchurch en Nouvelle-Zélande, c'est surtout là une équipe de rugby, c'est là où les matchs entre la France et le. Non, mais tu sais, il y a eu un attentat il y a 3 ans. Oui, il y a eu un attentat il y a 3 ans où il y a un type qui a été foutu des bombes. Dis donc, je sais qu'il y en a à peu près 1 heure. Et qu'il va falloir que tu sortes, mais c'est pas le moment. Allez, non, on se repose. On est sage. On est sage. Et alors, en 1946, il revient s'installer à Londres sur la proposition de Hayek et il devient aussi professeur à la London School of Economics. Voilà. Donc, il écrit 2 ouvrages ouvertement politiques, Misère de l'historicisme et La société ouverte et ses ennemis, qui est pour toi le livre que tu mets le plus en exergue. Et ils ont pour point commun dans les deux la critique de l'historicisme, donc ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque part l'homme serait broyé dans une machine infernale dont il ne pourrait jamais sortir. Et Karl Popper aussi analyse les écrits de Platon, Hegel et Marx, qui pour lui sont des précurseurs des totalitarismes au XXe siècle. Et donc on le considère à ce titre-là à la fois économique, mais à la fois un classique de philosophie politique. Et aussi, c'était un gars qui a beaucoup réfléchi sur la façon dont la science évoluait. Donc, il a fait pas mal de choses sur comment existait-il des preuves en science. Et il dit, comment on appelle ça, le type qui est spécialisé dans la science en philosophie, c'est un... Ontologue ? C'est pas l'ontologie ? Peut-être, je sais plus. Il y a un nom spécial pour ça, et il est considéré comme le plus grand d'entre eux. Donc, il est très intéressant, Popper, et à mon avis, c'est le gars, dans la période moderne, en tout cas, qui a été le moins compris. Parce que, par exemple, un type comme George Soros,
se réclame de Popper tout le temps. Mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et beaucoup de gens... Je ne suis pas sûr que ça soit de la faute de Popper de mal avoir expliqué. Je pense que c'est la faute de Soros d'être un commerçant. Oui, mais il y a plein de gens qui pensent que, par exemple, une société ouverte, ça veut dire une société ouverte aux 80. Pas du tout. Et c'est pas du tout... C'est pas du tout ce qu'il c'est pas du tout ce qu'il dit. Ça va être une société... C'est le faux ami. C'est le faux ami. Et donc, c'était pas un anarchiste, au contraire. C'était un gars qui disait, il faut qu'une société soit en équilibre et permettre à tous les gens qui rentrent de l'extérieur de rentrer. C'est pas une façon d'assurer l'équilibre. Donc, il vaut la peine d'être lu, mais c'est pas une pensée facile. Hein. Non. C'est pas une pensée facile. Je pense que les Austro-Hongrois de l'époque ont cela en commun. Tu peux coller Von Mises aussi dans l'Agir humain. On y arrive. Et même si tu lis Zweig, que j'adore, Zweig qui a écrit ce gros livre sur l'histoire justement de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie entre deux guerres, c'est aussi... C'est extrêmement intelligent. C'est un endroit où plusieurs civilisations se rencontraient, donc c'était passionnant. Mais il est exact que tous ces grands penseurs autrichiens... on peut pas les lire, littéralement il faut les lire avec un papier et un crayon et puis essayer de noter les idées. Pour moi, il y a les idées extrêmement fortes et en même temps tu sens des personnes qui ont des quotients émotionnels développés. Oui. Donc tu n'es pas sur une grille de lecture simple, tu dois véritablement engager ton cerveau droit, ton cerveau gauche parce qu'ils sont eux-mêmes de penser... Et ils ont beaucoup souffert dans leur vie. Oui, mais c'est ça. Ils ont été exilés, on les a virés, c'est pour ça que je te dis, on est avec des personnes avec des quotients émotionnels très forts et qui intègrent ça dans leur mode de réflexion. C'est-à-dire tu peux pas dire oui, c'est un scientifique qui écrit de manière scientifique parce que tu sens bien qu'en tuilage, en sous-jacent, tu as infiniment plus que ça. Et c'est pour des personnes qui ont des sensibilités littéraires, c'est extrêmement perceptible pour moi. Et alors, dans Karl Popper, pour y revenir, il analyse très bien le risque dans une société, c'est-à-dire qu'il dit, mettons que il y a un risque dans une société et que le gouvernement réussisse à le masquer pendant quelque temps. Eh ben, le risque va apparaître ailleurs et plus fort. Et donc, pour quiconque s'intéresse au marché financier, c'est très intéressant parce qu'il dit, dans le fond, la quantité de risque est toujours la même dans une société, mais on peut essayer de la masquer et ça crée des problèmes bien plus grands après. Donc, c'est une pensée complexe, mais honnêtement, alors si je devais dire les 2 ou 3 qu'il faut lire, je crois que le plus facile, c'est peut-être Du pouvoir, parce que c'est une pensée linéaire. C'est écrit en langue française et c'est linéaire. Bastia est super facile à lire. Bastia est super facile à lire. Montesquieu, ça commence à devenir un peu balèze. Parce que c'est du vieux français. Si vous allez vers... on n'a pas fini, hein. D'accord. Alors, Von Mises, on y arrive. Je vais accélérer un peu parce qu'effectivement, on avance. Pareil, on est dans l'Action humaine 1949, dans l'idée que les pratiques monétaires inflationnistes des États et les théories qui prétendent les justifier conduisent à la catastrophe et que le socialisme, voire toutes les formes d'interventionnisme économique, même atténuées, conduisent à la ruine de la civilisation. Alors, Von Mises se donne alors pour tâche d'éradiquer toutes ces erreurs en exposant les phénomènes économiques dans leur globalité. Et il appelle ça l'agir humain. C'est-à-dire qu'il dit que l'économie, ça n'est pas simplement calculer le nombre de boulons et de vis qu'il y a dans un pays, c'est la façon dont les gens pensent, réfléchissent et comment ça amène aux boulons et aux vis. Voilà, donc on a toutes les fondations. Il appelait ça la catalexie, je crois. C'était un nom compliqué. Et c'est un bouquin absolument admirable aussi. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez Schumpeter, Von Mises, Hayek, il y en avait un ou deux avant ça. Ils arrivent tous de la même région, qui a été littéralement détruite par la Première Guerre mondiale. Et donc, leur pensée est vraiment imprégnée de la possibilité de disparition. Bien sûr. Tu vois, parce qu'ils y sont passés, quoi. Ils ont vu l'Autriche-Hongrie s'écrouler. Et c'est très intéressant dans ces temps où tout le monde parle d'écroulement, tu sais, c'est de les relire parce que tu vois une pensée qui se met en route, qui est très profonde et qui se met en route pendant une période d'écroulement. Et ça, je trouve quand même, c'est intéressant. Moi, j'en suis... Alors, on arrive à une femme et une américaine, qui est Ayn Rand, avec le livre de la grève. Alors là, je vais le présenter différemment, puisqu'il se présente comme un roman, qui est un roman fleuve. Il fait 1170 pages. Oui, c'est facilement.
Il se lit très facilement et il faut savoir qu'Ayn Rand a travaillé plus de 10 ans sur ce livre. Alors, la phrase qui ressort toujours, c'est « Who is John Galt ?» Qui est John Galt? Et alors, John Galt, c'est un ingénieur, inventeur d'un moteur révolutionnaire qui a lancé une grève très spéciale inversée. Ce ne sont plus les ouvriers qui se soulèvent, mais les entrepreneurs et autres créateurs de richesses. Alors, ils vont se cacher dans une vallée dans les Rocheuses du Colorado et ils se disent on va se retirer du monde et pendant ce temps-là un chaos va s'installer parce qu'on va plus laisser en gros que les débiles prétentieux administratifs pour gérer le pays, ils auront plus d'inventeurs, ils auront plus les gars qui poussent les petits wagonnets au fond d'une mine. Et donc en fait le sens original du livre c'est dans la mythologie grecque, Atlas est le titan qui porte le monde sur ses épaules et ici sont ceux qui mènent le monde et le font avancer, qui décident de le secouer, de l'ébranler, véritablement to shrug signifie hausser les épaules. Et on y croise aussi Dany Tangard qui crée une nouvelle ligne ferroviaire. C'est une jeune femme dynamique. Bon. Et dont le frère est un moins rien énarque, j'imagine. Voilà. Et alors c'est drôle parce que quand on demande au Congrès américain quel est le livre qui les a le plus marqués après la Bible, on retrouve dans les statistiques à chaque fois qu'Ayn Rand... Ayn Rand, c'est le livre qui était le plus vendu aux États-Unis après la Bible. Donc il n'y a pas une université dans laquelle il n'y a pas un club Ayn Rand. Et le but, c'est toujours la lutte du pouvoir bénévolent de l'État contre les types qui veulent changer les choses. C'est-à-dire d'un côté, vous avez le pouvoir révolutionnaire sur les entrepreneurs, et de l'autre, vous avez... C'est encore une fois ce que disait ce brave... le docteur Raoult. Il disait, vous avez les sociétés qui sont fondées sur la compétence et les sociétés qui sont fondées sur l'obéissance. Et ben c'est la lutte là de la société compétence contre obéissance, avec à un moment la compétence qui dit j'en ai ras le bol, je me retire au désert. Ayn Rand à l'origine, c'était une juive. Non mais et surtout elle arrivait du bloc communiste. Elle arrivait du bloc communiste, mais c'était la même origine ethnique que la moitié des Autrichiens. Et elle arrive aux États-Unis et elle voit une certaine complaisance des milieux artistiques, des milieux pour le communisme. Elle dit mais enfin. Vous allez pas bien ou quoi? D'où son livre aussi où elle dit mais attendez, moi je vais vous expliquer ce que c'est en vrai. Je crois que vous avez pas bien compris parce que là vous êtes en train de rêver une situation et laissez-moi vous dire que c'est une autre paire de manches. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que quand vous avez un pouvoir totalitaire quelque part, vous avez une explication du pouvoir totalitaire qui est donnée à l'extérieur et qui ne correspond pas à la réalité. Et quand la réalité s'impose, vous dites mais non, regardez, il y a des goulags partout. Et bien à ce moment-là, les gens deviennent fous et vous attaquent pour avoir défendu la vérité avant. Donc ce que je trouve très curieux, c'est qu'il y a un humoriste qui disait qu'en France, si on disait la vérité 24 heures avant les autres, ça voulait dire que vous étiez fou et donc on ne pouvait pas vous faire confiance parce que vous n'aviez pas pensé comme tout le monde en même temps. Donc en Angleterre, celui qui gueule avant les autres, il est considéré comme un grand homme. En France, il est considéré comme un dangereux crétin. Et il y a une espèce d'admiration en France pour les idées à la con qu'on revoit aujourd'hui, qui me laisse pantois. Alors, on arrive sur Jean-François Revel, La tentation totalitaire, paru en 1975. Jean-François Revel, initialement Jean-François Ricard, qui nous a fait beaucoup de bien au fur et à mesure du temps, parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps pour moi. Et donc, pour lui, quelque part, les systèmes vont naturellement vers une tentation totalitaire, soit par le peuple qui ne connaît pas le communisme, soit par les élites qui pensent toujours, et on le voit avec nos politiques, oui, mais cette fois-ci, on va mettre des hommes de bien à la tête, donc il n'y aura pas les dérives qui vont bien. Ça n'était pas le vrai socialisme. Voilà, donc cette fois-ci, ça va fonctionner parce que c'est nous qu'on est à la tête et on va faire très bien. Et je vois ça aussi curieux que ça paraisse, cette tentation existe aujourd'hui dans la droite française, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent tous qu'on va faire du protectionnisme éclairé. Qu'on va faire les mêmes bêtises que les gars d'avant. Mais comme nous, notre cœur est pur. Mais comme nous, notre cœur est pur, d'ailleurs on n'a pas été au pouvoir depuis longtemps, donc on ne peut pas faire de bêtises. Et donc, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte que c'est la structure de la Constitution qui est une saloperie, et que dans cette Constitution, il ne peut sortir que des saloperies. Donc vous mettriez, je sais pas, Saint Ignace de Loyola, grand saint, mais qui était... il vous sortirait des saloperies pareilles. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est ce refus de voir la relation qui existe entre la structure qui existe et les conséquences de la structure, en pensant que un type bien intentionné va changer la structure. Ça, c'est faux. Il faut changer la structure. Indépendamment du fait d'être bien intentionné, est-ce que le pouvoir, l'absolu pouvoir, ne corrompt pas aussi? Donc, est-ce que toi-même, tu ne vas pas devenir c'est pour ça que la démocratie directe, c'est bien, parce que ça évite... Il faut que structurellement, constitutionnellement, il y ait des contre-pouvoirs. Partout.
inhérent au système. C'est-à-dire, il faut que le qu'il y avait dans l'Ancien Régime, parce que tu avais des corps de métier qui étaient quelque part aussi des contre-pouvoirs naturels. Et les parlements régionaux. Et ainsi de suite. Et des droits différents. Donc déjà, la centralisation est une mauvaise chose puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Alors, on arrive à René Girard, 76, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Ça, c'est trapu à lire. Qui est trapu, mais écoute, j'ai relu le week-end dernier, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Ah, ça, c'est beaucoup plus facile. Ça. C'est beaucoup plus facile. C'est pas une explication économique, une explication sociologique, de la façon dont le monde, anthropologique. Et de même que dans La violence et le sacré, donc ce que fait René Girard, c'est qu'il explique quelque part la formation du désir mimétique et comment l'homme, avec un grand H, est amené à désirer les choses parce que quelque part autrui le désire aussi. Et on a toute cette théorisation du bouc émissaire. Et on a aussi toute une analyse de ce fait de la victime sacrificielle qui a pu être le Christ. Donc c'est aussi intéressant pour nous chrétiens, dans cette analyse de société, de comprendre... Et il dit que la religion chrétienne est exactement l'opposé de toutes les autres, puisque toutes les autres ont pensé automatiquement que la victime, les Oedipe ou j'en sais rien, était coupable, alors que là, le Christ nous dit « je serai une victime et je suis une victime innocente ». Et donc, c'est la seule religion qui présente au début la victime comme innocente. Après 20 siècles, maintenant, tout le monde veut être victime et tout le monde est innocent. Alors, on est en train d'arriver à un petit problème, ça, avec la religion chrétienne, c'est qu'il n'y a plus que des victimes et on cherche désespérément des coupables. Quoi. Mais, l'homme blanc. Oui, d'accord, mais enfin, l'homme blanc, du coup, il se sent être une victime. Moi, par exemple, je suis une victime affreuse, parce que personne ne m'aime en tant qu'homme blanc de 80 balais qui a plutôt réussi dans la vie, tu t'imagines les trucs. Mais ce qu'il dit dans le désir mimétique, qui m'a toujours fait poiler, c'est qu'on met 10 enfants dans une pièce avec 10 ballons rouges exactement les mêmes, les enfants, et puis le type le plus intéressant de la pièce, que les enfants repèrent assez vite, il joue avec un ballon, qui est le même que les autres. Et ben, les 9 autres vont vouloir le ballon du type intéressant. Qui est le même que le leur. Mais c'est parce que c'est le ballon du type intéressant. C'est tout, mais c'est tout le propre du propos. Ça n'est pas le bien qui crée l'envie, c'est l'appropriation du bien d'autrui. Donc, on est des sales bêtes. Voilà, on est des sales bêtes. Voilà, l'homme est un loup pour l'homme. En partant de ce postulat, et non pas l'homme est bon, encore une fois, on se sort de pas mal de trucs. Il faut partir du postulat qu'on est des sales bêtes. Voilà. En tout cas, qu'il y a un côté sale bête entre nous. Alors, de temps en temps, on peut faire appel à autre chose, mais c'est bien pour ça qu'on essaie d'ériger quand même dans nos religions des façons de faire. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. La femme de ton voisin. La femme de ton voisin. Même si elle est jolie. Oui, surtout si elle est jolie. Voilà. Remarque que dans la Bible, je crois qu'il dit qu'on ne devrait avoir ni la femme de ton voisin, ni sa mule, je crois. Il y a un mot comme ça. Donc, la femme et la mule, c'est au même niveau. Non, c'est le bien. C'est parce qu'autrefois, tu avais du bien. Quand tu avais une mule, c'est voilà, tu ne convaincras pas non plus la Ford Fiesta Festival de ton voisin. C'est plus ça. Et tu n'apporteras pas de faux témoignages en justice. Oui, c'est très important, ça. Voilà. Et tu respecteras ton père et ta mère. Je dis ça parce que... J'ai pas fait de blague sur le pull moche aujourd'hui, on en était exempt. Et nous terminerons dans un feu d'artifice avec Milton Friedman, Capitalisme et liberté, commis en 1980, où là, Milton Friedman, donc encore une fois, buvait un coup, fait le lien entre les visions du libéralisme et la philosophie, et fait des relations extrêmement tenues entre liberté économique et liberté politique. Et évidemment, défend la liberté politique et le capitalisme comme une condition nécessaire à la liberté politique. Mais ça n'est pas une condition suffisante. Donc, ce que j'aime beaucoup avec Milton Friedman, c'est que d'abord, il disait des blagues. Et donc, l'une que je raconte toujours, mais qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il m'avait posé la journée la question, Charles, quelle est l'invention la plus désastreuse qui a été faite dans l'histoire des États-Unis? Je voulais peut-être raconter déjà, mais j'ai le droit de me répéter. Alors moi j'avais dit, je sais pas, je savais que c'était une connerie. Il m'a dit, c'est l'air conditionné. Alors je lui avais dit, pourquoi l'air conditionné? Parce que ça me paraît... Il disait, avant l'air conditionné, les politiciens restaient simplement 30 jours par an à Washington, parce qu'il fait un temps dégueulasse à Washington. Après l'air conditionné... Non, c'est l'été. C'est l'été. L'été, j'étais à Washington. Mais en hiver, il fait froid. Hein. Oui, en hiver, il fait très froid. Et en été, avec l'air conditionné, maintenant, ils peuvent siéger pendant tout l'été. Voilà. Alors qu'avant, franchement, au mois de juin, tu étais obligé de partir parce qu'il fait une chaleur à Washington au mois d'août, tu n'imagines pas. Si les politiciens peuvent rester toute l'année à Washington, c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Donc grosso modo, le seul truc efficace, c'est un système démocratique, comme en Belgique il y a quelques années, qui ne fonctionne pas et où personne ne va siéger et tout le monde est tranquille.
Voilà. Et donc Friedman a été... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a proposé des solutions pratiques, comme la flat tax, qui avait été mise en place dans pas mal de pays. Il a proposé des choses qui ont beaucoup. La flat tax... Le chèque éducation, qui n'a pas été suivi partout, mais qui néanmoins... On peut dire aussi quasiment qu'il a théorisé le Bitcoin. Oui. Oui, parce que sur l'impression... remplacer les banques centrales par un ordinateur. Voilà. Il a le flat tax, le chèque éducation, l'impôt négatif pour tuer le chômage, pour permettre aux gens d'embaucher des gens qui n'ont pas une rentabilité. Donc, quand on regarde on se dit, c'était un grand homme de gauche parce qu'il s'intéressait aux petites gens. Comment améliorer le sort des petites gens. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a serré la pince à Pinochet. On me le présente comme un monstre de libéralisme. C'est un monstre parce qu'il a serré la patte de Pinochet. Mais il y a plein de salopards qui ont serré, dont Jacques Lang, qui ont serré la patte de Castro, de Mao, en poussant des cris d'admiration et de bonheur. Non, mais c'était pire que ça. Il était invité à la Santiago del Chili. Oui, il était à l'université de Santiago del Chili. Avec l'école de Chicago, qui avait un échange depuis 1928. Voilà. Et lors d'une conférence qu'il donnait, Pinochet s'est présenté en grande troupe et lui a serré la main. Donc, ça n'était pas sur son initiative à lui. Mais le plan économique de Pinochet avait été fait par des gars qui étaient des anciens élèves de Milton Friedman. Oui, mais ça... il n'est pas rien, lui. Hein. Ça, et en plus, il a marché. En plus, il a fonctionné, ce qui est vraiment dégueulasse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas lui qui l'a... Et je crois que c'était Noémie Klein ou quelqu'un comme ça qui a du coup sorti des trucs... Mais pour détruire Friedman et pour faire en sorte qu'en France, plus personne ne le lise. Je pense que c'était pas la peine de se donner autant de mal parce que de toute façon, personne ne le lit. De façon ravissante parce qu'il est très rigolo. Donc, vous pouvez lire Milton Friedman, Capitalisme. En revanche, le bouquin est difficile à trouver. Le bouquin est difficile à trouver, mais c'est facile à lire. Oui. C'est facile à lire. C'est-à-dire que lui aussi, il se donnait un mal de chien pour mettre des idées compliquées de façon simple. Voilà, donc je suis arrivée au bout de la liste des livres économiques, en tout cas de Charles Gave. Oui. À cela, j'avais envie de rajouter qui n'était pas vraiment économique, mais si vous avez du temps à Noël, parce que ce qu'on s'est dit avec le conflit israélo-palestinien et les fêtes de Noël qui arrivent, possiblement vous allez vous trouver en famille à avoir des discussions intense. Donc on s'est dit, on va pacifier le débat et on va vous donner du biscuit libéral, histoire de, ma foi, pacifier. On n'a que ça en tête. Vous permettre de passer des fêtes de famille sympatoches. Non, parce que l'affaire Dreyfus n'étant plus d'actualité, mais on s'est dit là, si on donne du libéralisme aux gens, ça va tout de suite aller avec l'oncle, tu vois, avec la paix qui règne à Noël. Voilà. C'est pas bien ça, hein. Voilà. Donc là, on vous a donné une petite liste que vous allez retrouver. Et moi, j'avais envie de mettre dans la petite liste, mais qui sont peut-être plus littéraires, parce que là, on essaie de faire quelque chose de plus économique et centré sur l'organisation du pouvoir. Les personnes que sont Solzhenitsyn et l'archipel du Goulag, et Bernanos pour le côté littéraire. Voilà. Alors Bernanos, vous pouvez lire ses lettres, c'est ce qu'il a écrit quand il était au Brésil. Il écrivait un papier toutes les semaines pour le grand journal brésilien que personne ne lisait parce que c'était en français, mais c'était très très bien. Et c'est dans la collection de la Pléiade, les lettres qu'il a écrites, elles sont admirables. Un journal d'un curé de campagne. Et puis le journal d'un curé de campagne, c'est admirable, ça c'est un roman. Et alors, tu avais dit l'autre, c'était qui déjà? Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag. Solzhenitsyn, il y a la journée d'Ivan Denisovitch ou alors le chêne Elvo. Moi, celui que je préfère, c'est le chêne Elvo, qui est admirable parce que c'est la lutte du type tout seul contre le chêne. Tu vois, le veau qui se frotte contre l'arbre et qui finit par le faire crever. Et c'est un très... Je veux dire, c'est toute la lutte de Solzhenitsyn, racontée par Solzhenitsyn, contre l'État soviétique et comment Solzhenitsyn finit par gagner, quoi. C'est à mourir de rire. Non, mais c'est un bouquin d'espoir, ça. Le chêne Elvo, c'est un de mes grands livres. Ben, dites-moi. Voilà, donc on vous a donné une petite liste. Et alors, le meilleur de tous, hein, mais de loin, il est derrière, là. Voilà, c'est La vérité vous rendra libre, mais je pense que là, franchement, si les gens ne l'ont pas acheté à ce stade, ils ne l'achèteront plus. Ah oui, et n'hésitez pas, parce qu'il y a une dame très méchante qui a laissé une critique vraiment pas gentille sur le site de la FNAC. Donc si vous avez votre compte la FNAC, laissez une critique gentille. Si vous avez aimé le livre, ça fera remonter la moyenne du livre. Voilà. Oui, et puis alors la FNAC, ça m'étonne pas, parce que c'est pas des amis intellectuels, la FNAC. Non, c'est pas des amis intellectuels. Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Ah oui, t'as pas de compas. Voilà, écoutez, on est très content que vous nous ayez suivis. 71 minutes.
Mon Dieu. On vous dit à la semaine prochaine. On fera peut-être une émission économique parce que les gens voudraient que tu fasses une émission sur les grandes tendances lourdes que tu vois pour 2024 et pourquoi on va tous mourir. Mais non, on va pas du tout de loin. On va porter les gens qui sont là-bas, loin du côté de l'océan Indien, ils vont péter la forme. Voilà. Et ça, c'est un truc que je voudrais dire, c'est que où que vous alliez dans le monde, les gens pètent la forme, sauf en Europe et aux États-Unis où ils sont malheureux comme des cailloux. Voilà. Donc c'est quand même un truc intéressant. Merci de nous avoir suivis encore et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Merci, au revoir.